Bonjour à tous, maintenant qu'on a découvert, expérimenté et compris le phénomène de battement, vu dans le tuto 398, on sera plus à même de découvrir le monde des radios super-hétérodynes et regarder de plus près, bloc par bloc, comment ça marche dans les grandes lignes. Alors je vous redis, n'étant pas un pro de la radio, cette mini-série sur le récepteur super-hétérodyne ne sera pas un cours magistral. Je ne vais donc pas rentrer dans tous les détails techniques, je vais juste chercher à vulgariser pour rester accessible au plus grand nombre. Et une fois que ces grandes lignes seront comprises, on sera plus à même d'aller chercher dans un second temps de l'info plus pointue auprès des pros. Je pars du principe que pour rester accessible et attractif au début, il vaut mieux commencer par vulgariser à fond, donc simplifier, puis se lancer sans vouloir tout maîtriser, parce que si on attend de tout comprendre et tout maîtriser pour se lancer, eh bien on se lance jamais, et du coup on ne fait jamais rien. Alors zou, lançons-nous. Un récepteur super-hétérodyne, pour pouvoir obtenir une fréquence de battement, doit comporter un oscillateur local, OL en français ou LO en anglais. Et pourquoi local? C'est parce qu'il sera localisé dans le récepteur, à la différence de l'oscillateur de l'émetteur qui lui est à distance du récepteur. Cet oscillateur, inclus dans le récepteur, devra osciller à une fréquence différente de celle de l'accord d'antenne ou filtre de présélection, et elle sera décalée d'une certaine valeur, toujours la même, par rapport à celle de la fréquence d'accord d'antenne. Dans le récepteur super-hétérodyne, on aura donc deux circuits oscillants, celui de l'accord d'antenne ou filtre de présélection, qui sera calé, alors je simplifie, sur la fréquence d'accord d'antenne. Je dis que je simplifie parce qu'en fait, ça sera un filtre de présélection, donc il n'y aura pas qu'une seule fréquence. Et celui de l'oscillateur local qui sera calé sur une autre fréquence. Et le mélange des deux fréquences produira une troisième fréquence qui sera la fréquence de battement égale à la différence entre les deux fréquences. Et c'est cette fréquence de battement qu'on appelle FI, fréquence intermédiaire. Le but est que quelle que soit la fréquence qu'on voudra capter, la différence de fréquence entre les deux circuits soit toujours la même. C'est pour ça que les radios super-hétérodynes ont un condensateur variable à double cage sur un seul axe. Quand on modifie le condensateur variable d'accord d'antenne, on modifie également en même temps le condensateur variable de l'oscillateur local. Par exemple, quand on fait monter en fréquence l'accord d'antenne, eh bien on fait également monter en fréquence l'oscillateur local. Et c'est bien le but, puisque je rappelle, l'écart entre les deux fréquences doit toujours être le même, de façon à créer une fréquence de battement toujours la même. Donc en théorie, attention, je dis bien en théorie, car ici je simplifie encore, on a ce schéma. Et avec ce schéma simpliste, donc qui va aider à comprendre, on voit que quelle que soit la position du condensateur variable double cage, du mini au maxi de sa course, on aura toujours le même écart entre les deux fréquences, écart qui va créer notre fréquence de battement, donc notre fréquence intermédiaire. Dans les radios FM, cet écart, cette fréquence de battement, appelée aussi fréquence intermédiaire ou FI, est toujours de 10,7 MHz. Et c'est là justement le but du super-hétérodyne, ramener toutes les fréquences possibles à une seule même et unique fréquence, le 10,7 MHz pour la FM, bien plus facile ensuite à filtrer et à amplifier. Sachant que dans cette fréquence de 10,7 MHz, notre fréquence intermédiaire, on retrouvera le signal modulant, par exemple la modulation de fréquence, quand on est en FM, qui était inclus dans le signal provenant de l'accord d'antenne. Ce qui fait que toutes les modulations de fréquence qu'on est susceptible de pouvoir recevoir à plein de fréquences différentes, on les recevra toutes sur une seule et unique fréquence, la même, celle de 10,7 MHz. Quand on a compris ça, on a tout compris, ou presque, du principe de récepteur super-hétérodyne. Ça va, vous êtes toujours là, je pense que j'ai dû en perdre les 3/4 en cours de route. T'es tout seul, connard. Maintenant, regardons concrètement comment faire soi-même son oscillateur local. Dans mon précédent épisode, je m'étais servi de mon générateur de signaux pour envoyer ici le signal justement de l'oscillateur local. Maintenant, c'est moi qui vais me le faire et on va voir différentes façons de se faire un oscillateur local. Quand on est débutant, c'est pas très simple à faire, mais pour commencer, on va en faire un qui sera le plus simple. C'est avec un NE555.
Alors je vous dis tout de suite, c'est pas du tout comme ça que se fait un oscillateur local, parce que le signal d'un oscillateur local, ça doit être une belle sinus, alors que là, avec le NE555, je vais obtenir un signal carré. Et c'est pas du tout ce qu'il faut pour un oscillateur local. Mais pour commencer, pour vulgariser, pour apprendre, on va commencer par le plus simple, même si c'est loin d'être parfait. Avec la formule fréquence égale 1,44 divisé par R1 plus 2 fois R2 multiplié par le condensateur en farad, j'ai pris des valeurs de composants telles que j'approche des 100 kHz. Donc j'ai mis ici une résistance de 5 kg, une ici de 4,5 et là un condensateur de 1 nano. Et il se trouve qu'avec ces valeurs-là, j'arrive à 94 kg, donc ça me va bien. Mon NE555, il est ici, et je viens brancher une voie de l'oscilloscope. Ici, c'est ce fil jaune, juste en sortie du NE555, sur la broche de sortie. Voilà la gueule de mon signal. Alors j'en conviens, hein, normalement l'idéal, ça serait déjà d'avoir un rapport cyclique de 50-50. Donc là, c'est pas le cas. Mais bon, c'est pas très grave, on s'en fout, c'est juste pour une expérience. Parce que de toute façon, comme je vous ai dit, c'est pas avec un NE555 qu'il faut faire un oscillateur local. Parce que là, on obtient des ondes carrées, alors que normalement, il faudra avoir une belle sinus. Mais là, c'est juste pour commencer progressivement, de façon à ce que les débutants puissent déjà se refaire mes petites expériences. Parce que vous allez voir, grâce à ça, on va pouvoir se faire un petit système de morse en continuous wave, en CW. Ça va marcher quand même, c'est pas très bon, mais ça marche quand même dans le principe. Donc là, on voit ma fréquence, 93,6 kg. Donc ça, c'est bon, on va dire que pour l'instant, je me suis fait un genre d'oscillateur local à 93 kg. Ici, j'aurai l'équivalent d'un émetteur, morse. Ici, l'équivalent du récepteur. Maintenant, j'ai un oscillateur local intégré. Là, j'ai mon ampli audio pour entendre le mélange de deux fréquences. Et ici, je vais mélanger deux fréquences, celle de mon pseudo-oscillateur local et celle de mon pseudo-émetteur morse en onde porteuse non modulée. Alors, l'onde porteuse non modulée, comme dans l'épisode d'avant, elle arrivera non pas en radio mais en mode filaire, et elle sera créée pour l'instant par ce générateur de signaux. Ça sera cette voie ici que je vais amener ici. Ce sera un signal sinusoïdal d'une fréquence proche de la fréquence de mon oscillateur local. Mon oscillateur local, il est en 94 kg, donc je vais envoyer ici un signal sinusoïdal d'une fréquence de 96,3 kg. Ces deux fréquences, je vais les mélanger ici dans mon petit mélangeur et j'obtiendrai par abattement une fréquence qui sera égale à la différence entre les deux fréquences, entre 96,3 et 94. Ça fera 2,3 kg. C'est cette fréquence qu'on va envoyer dans le LM386 et que l'on entendra dans le petit haut-parleur. Ici, je règle mon générateur de signaux sur la voie 1 sur 96,3 kHz. Onde sinusoïdale. Alors vous allez voir, c'est pas parfait parce que normalement un oscillateur local, il faut pas une onde carrée faite avec un NE555 mais une sinusoïde. Donc c'est pour ça que pour l'instant, c'est pas parfait. Là, j'ai mon petit manipulateur qui va faire envoyer de façon intermittente cette porteuse, l'équivalent d'une porteuse non modulée, au niveau de l'entrée de mon mélangeur. On retrouve ici le circuit du montage de ma précédente vidéo, avec là le générateur de signaux. Et donc dans mon précédent épisode, j'avais expliqué que sur une voie du générateur de signaux, je récupérais l'équivalent d'un oscillateur local. Sur l'autre voie du générateur de signaux, ce qui était l'équivalent d'une porteuse non modulée. Avec ici, j'avais mon petit manipulateur. Et puis, je venais mixer tout ça à travers une résistance de 1K sur chaque voie. Et puis ici, j'avais une diode. Et derrière cette diode, j'avais une résistance de 10K, un condensateur de 1 nano, un condensateur de liaison de 100 nano, que j'envoyais après sur l'entrée de mon environnement du LM386 avec le haut-parleur. Maintenant, la différence, c'est que l'oscillateur local, il va plus provenir du générateur de signaux, mais c'est moi qui l'ai fait. Donc cette fois, il provient d'un montage oscillateur local qui fait partie du circuit. Donc il n'y a que ça qui change. Pour tout le reste, il n'y a rien qu'à changer. Et en fait, j'ai même baissé à 2 volts au niveau de ma porteuse en mode CW. Allez, regardons ce que ça donne. Voilà, quand bien même c'est un NE555 qui envoie une onde carrée, bah mon mélange il se fait pas trop mal hein, au niveau de la FI. Donc j'obtiens une fréquence intermédiaire qui est égale à la différence entre les deux fréquences, celle de l'oscillateur local et celle de ma porteuse. Il se trouve qu'elle est à peu près de 2,3 kHz. Donc on est d'accord, là je ne suis pas en mode radio parce que je relie directement, mais c'est pour vous montrer le principe.
qu'à partir de deux fréquences inaudibles, celle de la porteuse et celle de l'oscillateur local, j'arrive bien à créer une troisième fréquence qui est la fréquence de battement entre ces deux fréquences. Et il se trouve que la fréquence de battement entre ces deux fréquences, eh bien, elle est égale à la différence entre les deux fréquences. Là, je vais changer la fréquence de ma porteuse, je vais la baisser un peu. Et on retrouve le principe de, à partir de deux fréquences inaudibles, j'arrive à en créer une troisième qui est audible, parce que volontairement, je fais en sorte que ma fréquence intermédiaire soit une fréquence audible, donc très basse, de la basse fréquence, donc en gros entre 1 et 3 kHz. Et maintenant, toujours avec mon oscillateur local à base de NE555 sur une fréquence de 94 kHz, pour la première fois, je vais envoyer sur cette voie-là une porteuse en 120 kHz, modulée cette fois. Ce qui fait que la différence entre les deux produira une fréquence de battement totalement inaudible, parce qu'elle sera égale à 26 kHz, mais cette porteuse sera modulée en AM à 800 Hz. Et ma question, c'est que en sortie, en bout de chaîne, est-ce que je vais bien entendre dans le haut-parleur, ici, le 800 Hz qui a servi à moduler ma porteuse? Eh bien, on va tout de suite le savoir. Ici, j'ai ce qui symbolise mon émetteur, du 120 kHz modulé en AM en 800 Hz. C'est ce qui provient du générateur de signaux. Et ici, j'ai mon montage équivalent au récepteur, avec son oscillateur local en 94 kHz, et qui va créer une fréquence de battement, une fréquence intermédiaire, qui sera égale à la différence entre 120 kg et 94 kg, ça fait 26 kHz, fréquence totalement inaudible, et le but c'est d'entendre ici le 800 Hz qui sert à moduler la porteuse de 120 kHz. Sur mon générateur de signaux, sur la voie 1, j'ai sélectionné la fréquence de ma porteuse, 120 kHz, amplitude 2 volts, onde sinusoïdale. Sur la voie 2, fréquence 800 Hz, amplitude 2 volts, onde sinusoïdale. Ensuite, j'appuie sur modulation. Je viens sélectionner le mode de modulation, donc AM, et la source, canal 2. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va repasser au montage. Si tout marche bien, je dois entendre du 800 Hz quand je mets le montage sous tension. C'est parti. Yes, j'obtiens bien mon 800 Hz. Et je vais vous montrer que c'est bien le 800 Hz parce que je vais changer la modulation d'amplitude, je vais changer la fréquence de modulation d'amplitude. Je resélectionne voie 2. Je vais passer par exemple à 1000 Hz. Et je remodule. Et voilà, c'est plus aigu. Je vais encore changer. 1600 Hz. Voilà, donc ça marche bien. Voilà, je suis bien content parce que c'est la première fois que j'arrive à me créer, on va dire, un vrai petit récepteur super hétérodyne. Alors là, c'est pas de la radio, parce que pour l'instant, la liaison entre l'émetteur et le récepteur, elle est filaire, mais le principe, il est bon. Et en plus, j'arrive à faire ça avec un NE555 comme oscillateur local, mais je pense que tout ça, ça marche parce que je suis dans des basses fréquences. Je suis dans l'ordre des 100 kHz. Je pense que ça marcherait beaucoup moins bien si je commençais à taper dans les mégahertz. Donc pour la première fois, j'arrive à récupérer dans une fréquence intermédiaire un signal modulant injecté dans une porteuse. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que le signal modulant en amplitude, 800 Hz, il se retrouve aussi dans la fréquence de battement qui, je le rappelle, est la différence entre la fréquence de la porteuse et la fréquence de l'oscillateur local. Donc non seulement on mélange bien deux fréquences pour en créer une troisième qui sera une fréquence de battement égale à la différence, mais en plus, le signal modulant ici en AM se retrouve aussi, il est transmis aussi dans cette fréquence de battement, cette fréquence intermédiaire. Et le principe est le même si c'était de la FM. Là j'ai modulé en AM, mais si je modulais en FM, le signal FM, il se retrouverait aussi dans la fréquence de battement. C'est quand même assez incroyable. Ah bah ouais, c'est dingue! Maintenant qu'on a vu comment on fait avec un NE555, qui est la façon la plus facile de faire, on va voir comment faire un oscillateur local avec une onde sinusoïdale. Ça va être un petit peu plus compliqué. Voyons maintenant comment se faire un oscillateur local avec un transistor. Alors après avoir pas mal cherché sur le net, j'ai fini par tomber sur ce schéma, qui est un oscillateur Colpitts.
Alors j'ai réuni les composants nécessaires pour me le refaire. Je me suis trouvé une bobine de 1 micro-Henry et puis un condensateur de 20 picofarad de médian. Donc j'ai fait avec ces deux composants. J'ai fait le montage, j'ai branché dessus mon oscilloscope et nada, mauvaise surprise, je voyais aucune oscillation. J'avais quasi du 9 volts en continu sur Vout. Alors j'ai pris un joker, j'ai fait l'appel à un ami, j'ai appelé Joël Mazelier, qui m'a conseillé de changer la résistance de 470K par un potentiomètre de 100K en série avec une résistance de 10K. Résultat, j'avais toujours rien. Donc là, il m'a conseillé cette fois de changer la résistance de 4,7K, celle qui est sur l'émetteur du transistor, et de la remplacer par une 2,2K. Et là, j'ai vu à l'oscillo un signal un tout petit peu différent. J'ai commencé à voir apparaître une petite vaguelette tout au sommet de l'écran de mon oscilloscope, au niveau du 8 volts et demi. Alors je me suis dit, ça marche toujours pas parce que j'ai pas de beau signal sinus, quoi. Donc j'ai cherché sur internet quelle devait être l'amplitude d'un signal sinus créé par un oscillateur local. Et là, j'ai découvert qu'en fait, elle n'était que de quelques centaines de millivolts. À la boulette. Donc grosse surprise pour moi, parce qu'en fait je ne connais rien aux oscillateurs locaux, hein. Je découvre tout en même temps que vous quasiment, simplement moi j'ai juste 2 jours d'avance sur vous, hein. Moi je m'attendais à avoir une sinus sur plusieurs volts, mais là j'ai appris qu'en fait le signal sinusoïdal il pouvait osciller que sur une amplitude de quelques centaines de millivolts. J'ai passé mon oscillo en mode AC, et là en zoomant, en changeant l'échelle verticale, j'ai pu visualiser un beau sinus. Et j'ai même pu voir aussi la fréquence de mon signal, qui était à peu près de 5 MHz. On voit que son amplitude, elle est à peu près de 600 mV crête-crête, parce que là je suis sur 1 carreau égale 100 mV, et ici on voit sa fréquence 4,93 MHz. Alors là je me suis dit, ça y est, c'est bon, j'ai plus qu'à connecter ma sortie oscillateur local à l'entrée de mon mélangeur, et ça va marcher. C'est ce que j'ai fait. Et la mauvaise surprise, non, j'avais rien dans mon mélangeur. Je me suis dit, merde, je vais encore avoir un autre problème. C'est que comme mon oscillateur local, il sort un signal sinus d'une amplitude maximale de seulement 600 mV crête-crête, eh bien ça veut dire qu'en positif, j'aurai seulement 300 mV. Et là, j'ai une diode, justement, c'est une Schottky, qui a à peu près une tension de seuil de 300 mV. Et c'est là que je me suis dit, mince, ça va pas marcher, je vais encore avoir un autre problème. On tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde. Donc encore un problème à gérer. Je vais devoir amplifier ce signal. Il va falloir que je me trouve un AOP pour amplifier cette composante alternative qui sort de l'oscillateur local. N'ayant pas beaucoup d'AOP rapides, je n'ai trouvé que ce NE5532. Après avoir pas mal galéré, voici le schéma de mon étage d'amplification. Alors oui, je sais, il n'est pas parfait. Je ne vous dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que j'ai fait moi, avec les moyens matériels et intellectuels que j'ai à ce jour. N'oubliez pas, c'est mon tout premier montage oscillateur à base de transistors. Donc oui, je sais, il ne sera pas parfait. Je vous résume donc mon montage. Voici mon schéma d'oscillateur local, mon schéma amplification et mon schéma mélangeur. Alors je le redis, aucun de ces trois schémas n'est parfait, oui, je le sais. Ici j'ai mon oscillateur local en à peu près 4,95 MHz, et puis j'envoie sur une voie du mélangeur l'équivalent d'un signal RF, une porteuse non modulée, légèrement décalée, d'une fréquence audible, donc c'est du 4,956 MHz. Je vais avoir à peu près entre 0 et 3 kHz d'écart entre mon signal RF et le signal de mon oscillateur local. Je vais le mélanger, et dans le mélangeur, j'obtiendrai une fréquence de battement dont l'enveloppe, dont le battement sera la fréquence audible qu'on entendra dans le petit haut-parleur. Alors pour l'instant, les deux fréquences sont calées, sont identiques, donc on n'entend rien à part le bourdonnement. Par contre, je vous préviens, le signal va être cradingue, dégueulasse, parce que là, je ne sais pas trop faire, c'est le mieux que j'ai pu obtenir. En AOP, j'ai pris un NE5532, et en plus, j'ai pas de vrai alim symétrique, donc j'ai dû faire un pont diviseur pour récupérer la moitié de l'alim au niveau des entrées inverseuses et non inverseuses. Donc vous allez voir, le signal est cradingue, mais dans le principe, on entendra quand même bien la fréquence audible qui correspond à la différence entre les deux fréquences que j'envoie dans le mélangeur. Maintenant, je commence à monter la fréquence du générateur de signaux et on commence à entendre un signal basse fréquence. Et on voit que plus je monte la fréquence par palier de 100 Hz au niveau de mon générateur de signaux,
j'augmente bien la fréquence audible du battement, qui, je le rappelle, correspond à l'enveloppe. Voilà, je continue de monter, ça monte. Je redescends. Alors on est d'accord que le signal est complètement dégueulasse, mais dans le principe ça marche, hein, parce qu'on entend quelque chose, et c'est bien la différence entre les deux fréquences. Donc désolé, pour l'instant, je ne sais pas faire mieux. Et en plus, c'est vraiment pas l'idéal de travailler à ces fréquences-là sur des breadboards, parce qu'il y a plein de capacités et d'inductance parasites. Et l'autre phénomène que je voulais vous montrer, je crois que c'est ce qui est à l'origine de l'instrument qu'on appelle le thérémine. Rien qu'en approchant ma main, j'arrive à faire varier la fréquence de l'oscillateur local. Et du coup, je fais également varier la fréquence intermédiaire. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Maintenant, je vais essayer de voir si je peux envoyer un signal modulé en AM en équivalent RF, le mélanger avec le signal de mon oscillateur local dans une fréquence intermédiaire inaudible, mais voir si on arrive à entendre dans le haut-parleur la démodulation de l'AM qui est inclus dans la FI qui provient de la RF. Pour faire ça, je me remets sur la voie 1, je la descends de 500 kg, donc je me mets sur 4,4 MHz, amplitude 0,6 volts, signal sinus. Après, sur la voie 2, je me mets sur 1400 Hz, enfin 1000 Hz, allez, comme ça, voilà, ça sera la fréquence audible. Donc la modulation qui viendra, ça sera la fréquence qui viendra moduler ma porteuse. Donc 1000 Hz, amplitude 0,6 volts. Et là, cette fois, entre les deux fréquences, celle du générateur de signaux qui simule un signal RF et celle de l'oscillateur local, cette fois j'aurai 500 kHz d'écart. Ça doit me faire une fréquence intermédiaire qui va battre à la fréquence de la différence entre les deux fréquences, donc de 500 kHz, donc totalement inaudible. Et ce qu'on doit entendre, ça ne sera pas la fréquence de battement, mais la modulation AM de la fréquence de battement, mes fameux 1000 Hz. Donc là, c'est bon. Maintenant, je mets en route ma voie 2. Voilà, mes deux voies marchent. Et maintenant, je viens moduler. Eh ben, ça marche. Je suis en modulation AM. Si je passe en modulation FSK, ASK, PSK, Burst, AM. Ouh là là, ça marche. Ah bah ça, je suis bien content. Et là, on reconnaît bien mon 1000 Hz parce qu'on va voir si je viens changer la fréquence de modulation. Je vais la baisser à 700 Hz. Et ben voilà. Waouh, j'ai un beau signal, là, je suis super content. Parce que j'ai vraiment galéré avant. Hein. Et là, si je viens remonter la fréquence de modulation à 1700, et voilà. Yes! Oh punaise, j'en ai bavé. Et là, c'est la première fois que j'arrive à me démoduler un signal AM en mélangeant deux fréquences d'une différence de 400 kHz, mais cette fois, non plus avec les deux voix qui proviennent de mon générateur de signaux, mais une seule qui provient du générateur de signaux, et l'autre voix avec un vrai oscillateur local. Parce que dans l'expérience d'avant, c'était avec un NE555, mais là, cette fois, c'est un vrai oscillateur. C'est un oscillateur qu'on appelle Colpitts, donc c'est la première fois que j'arrive à me faire ça, quoi. Ouais, c'est pas faux. Sachant qu'en plus, j'ai dû me faire un étage d'amplification du signal sinus créé par mon oscillateur Colpitts. J'en ai bien bavé, je suis vraiment très content d'être arrivé enfin à ce résultat. Donc là, je vais tout réexpliquer vu d'en haut. Donc là, je vais couper mon générateur de signaux parce que ça va nous prendre la tête. Si, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Hop. Donc pour ceux qui ont suivi ma vidéo d'avant et puis le début de celle-ci, là, c'est la partie LM386, donc je ne vais pas m'étaler dessus, c'est l'environnement habituel. Ici, j'ai mon oscillateur local avec ici une bobine de 1 micro-Henry. Ici, un petit condensateur variable de 13 à 38 picofarads. Ouais. Et donc bah là, j'ai le montage dont je vous ai parlé avant de l'oscillateur local. Ici, le condensateur de liaison. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Avec mon ampli AOP NE5532, parce que le signal qui sort de l'oscillateur local, il est très faible, il est de 600 mV seulement, crête. Donc il sera un petit peu faiblard pour franchir mon mélangeur qui comporte une résistance plus une diode, c'est une diode Schottky. Je le fais passer par un petit ampli NE5532. Alors il amplifie pas grand chose, mais ça suffit quand même à ce qu'on entende quelque chose dans le haut-parleur.
Ici, j'ai un condensateur pour supprimer la composante continue, parce que le signal qui sort de mon oscillateur local, c'est un signal oscillant de 0,6 volts, de 600 millivolts crête-crête, mais centré sur au-delà de 8 volts. Ce condensateur de liaison, il permet de supprimer la composante continue et de ne récupérer que l'oscillation sinusoïdale de 600 millivolts crête-crête, que j'envoie sur la porte non inverseuse de mon AOP. Ici, j'ai les résistances qui font les ponts diviseurs sur les entrées inverseuses et non inverseuses pour les centrer sur 1,5 de VCC, c'est-à-dire 4,5 volts, parce que là, je l'alimente en 9 volts. Alors oui, normalement, NE 5532 devrait être alimenté en plus de 9 volts. Mais comme j'utilise le montage de l'oscillateur local qui était prévu pour 9 volts, j'ai tenté, bon, ça marche à peu près, voilà. Mais normalement, il faudrait alimenter le NE avec une tension supérieure. Ce qui fait que les entrées inverseuses, non inverseuses, sont centrées sur 1,5 de VCC, donc sur 4 volts et demi, ce qui revient à faire en quelque sorte une alimentation symétrique pour mon AOP. Après, en sortie, je suis obligé de remettre un condensateur parce que comme j'ai pas de vrai alim symétrique, mais que j'ai tout centré ici sur les entrées inverseuses, non inverseuses avec du 4,5, et bien du coup ma sortie elle ressort aussi centrée sur le 4,5. Donc j'ai mon signal donc là j'ai mon signal. Dis clairement parce qu'elle comprend pas. J'ai mon signal. Donc là j'ai mon signal oscillant. Donc là j'ai mon signal sinus. Non, ça va pas. Non, excusez-moi. Excusez-moi, ça m'est échappé parce que je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. Donc là j'ai mon signal sinus qui ressort ici amplifié autour d'une tension de 4,5. Donc il me faut un autre condensateur de liaison pour resupprimer la tension continue de 4,5 et ne garder que le signal oscillant qui n'est plus un vrai sinus parfait parce que mon montage il n'est pas parfait. Et après je l'envoie sur mon mélangeur, donc sur une des deux résistances. Cette résistance-là c'est pour l'entrée du signal oscillateur local et cette résistance-là c'est pour l'entrée du signal RF qui dans mon cas provient du générateur de signaux. Et après dans le mélangeur c'est le même montage que je vous ai déjà expliqué. Donc j'ai mes deux résistances, une diode, et j'ai de nouveau un condensateur de liaison pour aller vers l'entrée de mon LM386. Est-ce que vous pouvez reprendre le brief depuis le début, s'il vous plaît ?